Où est Apollon? Dans le jardin. Où est ta sœur? Je vais préparer à manger. Apollon! 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 Ça fait longtemps. Bonjour. Ça va? Viens. Viens, on va manger. Assis-toi. Calme. Reste tranquille, tu m'énerves. Tu vois, il m'obéit pas. C'est normal, il croit que tu veux jouer avec lui. Comment je dois faire alors? Attention, Pierrot, on t'a bien prévenu. Si tu ne parviens pas à te faire obéir, il n'est pas question de le garder ici. Ton oncle te l'a bien dit, il le reprendrait volontiers. Puisque nous sommes en société, il doit apprendre un minimum de règles. Et toi, tu dois apprendre à te faire obéir. Parle-en à papa. Il pourra sûrement t'expliquer, après tout. C'est sa profession. Tu m'énerves. Reste tranquille. Allez, assis. Et alors? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu sais, Pierrot, il n'y a pas vraiment de recette, hein. Certains te diront que pour éduquer un chien, il suffit de quelques petits trucs. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire alors? Vous m'avez dit que je pouvais pas garder Apollon s'il n'obéissait pas. Si tu veux, moi, je veux bien t'expliquer. Mais alors, on doit parler de théorie. Parce que si tu connais bien la théorie, tu comprendras mieux la pratique. Et ici, il faut commencer par la théorie élémentaire de l'apprentissage. Oui, la théorie, j'en ai déjà assez à l'école sans avoir encore à la maison. Mais il n'empêche que cela reste la meilleure façon de procéder. Et puis, si tu veux garder Apollon, d'ailleurs, tu verras, c'est très amusant. Allez! Allez! Allez, assieds-toi! Allez! Pierrot! Allez! Pierrot! Assieds-toi! Assieds-toi! Pierrot! Pierrot, tu dois le récompenser quand il fait ce que tu souhaites qu'il fasse. Bon, tu veux qu'il s'asseye? Eh bien, tu dois le récompenser dès qu'il commence le mouvement de s'asseoir. Cela s'appelle le renforcement. Avec des biscuits? Ah, si tu veux. Allez. Apollon! Assis! 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 Bien! Voilà, tu vois? Le renforcement, ici le biscuit, doit suivre immédiatement la bonne réponse. Apporte! Allez, viens! Viens! En face! Donne! Donne! Tiens, voilà, il est beau! Là, un beau chien, là, c'est bien ça! Là, c'est un beau chien! Apporte! En effet, le chien doit associer la récompense à la bonne réponse. Allez, en face! Si le délai est trop long, d'autres comportements peuvent survenir et le chien apprend celui qu'il effectue juste avant d'être récompensé, c'est-à-dire n'importe lequel. Quand on veut apprendre quelque chose de nouveau à son chien, il faut donc que le renforcement intervienne immédiatement. Pour que le chien comprenne pourquoi il est récompensé, Ici! la récompense doit être parfaitement associée à l'acte. Ah, t'es beau! Tiens, mon chien, voilà, t'es beau! Voilà qu'il est beau! Ah, c'est bien ça, c'est bien! Apporte! On peut donc dire que le renforcement est un événement, un stimulus, survenant après une réponse dont la possession ou la possibilité de le vivre augmente la probabilité de réapparition de cette réponse. C'est ce qu'on appelle la loi de l'effet. Ah, voilà, il est beau! Allez, allez! Par exemple, ici, l'événement, c'est le biscuit, qui augmente la probabilité de réapparition de la réponse, qui est le rapport de l'objet. Voilà, il est beau! Un beau chien! Voilà, un beau chien! Ah. Allez, va! On observe ici que l'intérêt du chien diminue.
parce que la motivation pour recevoir le renforcement alimentaire diminue. Heureusement, chez le chien, la motivation sociale est très élevée. Et les félicitations, les caresses du maître sont en effet les principaux moyens de renforcement. C'est capital. Le chien est particulièrement sensible à la voix de son maître. Allez, saute! Là, qu'il est beau, mon gamin! Là! Viens, mon gamin! Viens, mon gamin! Là, c'est un beau chien, ça! Là, c'est un beau chien, ça! Là, qu'il est beau! Oui, c'est un beau gamin! Là, mon beau! Là, c'est un beau! Tu vois, Pierrot, pour communiquer avec son chien, il existe 3 types de voix. D'abord, la voix du commandement, qui doit être claire, nette et précise, et reprendre toujours le même terme pour le même commandement. Pour faire asseoir un chien, on lui dira « assis ». Ensuite, il y a la voix de la récompense, de la caresse, qui est dosée selon l'importance de l'exercice réalisé. Elle est chaleureuse et doit intervenir chaque fois que le chien a obéi à un commandement. Par exemple, « il est beau, c'est bien ». Enfin, il y a la voix de la réprimande. Elle n'intervient qu'à partir du moment où on est sûr que le chien comprend le commandement et qu'il n'obéit pas à ce commandement. On emploiera une voix cassante, dure, pour lui dire « Et alors, qu'est-ce que j'ai dit ?» Et tu vois, avec cette méthode, on obtient d'excellents résultats. Terre, t'es beau, voilà. Assis, ah mais il est beau, voilà, comme ça. Terre, assis. Terre, assis. Qu'est-ce que je te dis? Ah, t'es beau, voilà, comme ça. Assis. Ah, il est beau, voilà un beau chien. Assis. Il est beau, voilà, comme ça. On constate ici que la voix bien utilisée est un renforcement social qui ne s'atténue pas. Sa valeur de renforcement est permanente parce que la motivation sociale du chien est toujours présente. On voit donc le rôle essentiel du maître pour apporter au chien le renforcement social dont il a besoin. C'est beau, c'est bien mon nounou, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, oh. Mais parfois, certains comportements eux-mêmes sont renforçants. Ici, on voit bien que l'activité ludique est à la fois le renforcement et la réponse qui est renforcée. Le mouvement en lui-même procure au chien de la satisfaction et le pousse à recommencer, c'est-à-dire à accroître la probabilité d'émission de la réponse. Jouer, c'est battre. Dans d'autres cas, par exemple ici, il arrive que le renforcement qui n'est pas contrôlé par le propriétaire n'est pas non plus souhaité. Il faut bien être conscient que le chien qui vole trouve un renforcement important dans la dégustation de son larcin, ce qui l'encourage tout à fait à recommencer.
fait, dans sa vie, un chien apprend une foule de comportements qu'on n'a pas nécessairement voulu lui apprendre. Et Apollon? Bien, par exemple, quand le facteur vient et que Apollon aboie dès qu'il approche, son comportement est chaque jour récompensé puisque le facteur finit toujours par partir. Tu comprends? Apollon pense qu'il agit comme il le faut, puisque chaque fois, il est renforcé par le départ du facteur qu'il cherche à éloigner. Bonjour madame, recommandé, si vous voulez bien signer. Il a de la voix, hein? Voilà. C'est bien. C'est pour vous. Voilà, bonne journée. Merci, hein, ouais. facteur. Bonne journée. Allez, Apollon. Yes. Le facteur est déjà passé. Dis maman, j'ai fait un rêve. C'était Apollon. Il volait des saucisses et je te jure, c'est pas moi qui lui ai appris. Dis papa, qu'est-ce qui fait qu'Apollon apprend à faire telle chose et pas telle autre? Est-ce qu'il faut toujours une récompense? Est-ce que tous les chiens apprennent de la même manière? Dis, est-ce que Apollon préfère un bon chien de chasse? Et est-ce que je peux lui faire apprendre n'importe quoi? Comment faire pour qu'il apprenne vite? Que de questions. Écoute, si tu veux en savoir plus sur la théorie de l'apprentissage du chien, eh bien on ira au laboratoire de psychologie expérimentale mercredi. Sophie y réalise pour l'instant des expériences. Et elle pourra t'apprendre des tas de choses. Allez. Tu vois, Pierrot, un chien apprend en sélectionnant parmi les opérations qu'il effectue spontanément et au hasard dans son environnement, celles qui lui sont les plus favorables. Voilà. C'est ici. Allez, débarrasse-toi. Assieds-toi. Voilà. Tu vois? Eh bien, par exemple, on va mettre ce chien en situation expérimentale dans cette pièce. À noter qu'on ne lui a pas donné à manger aujourd'hui. Donc la nourriture est un bon renforcement, d'accord? Alors nous, on observe derrière la vitre, et le but, c'est qu'il apprenne à sauter sur la planche qui se trouve là. Tu vois? Ouais. Le chien explore son environnement. Et au cours de cette exploration, tu constates qu'il effectue au hasard un certain nombre de comportements qui ne lui apportent rien du tout. Et puis par hasard, voilà, il saute sur la planche, ce qui déclenche instantanément l'arrivée de la saucisse. Alors à partir de là, le chien effectue de plus en plus souvent la bonne réponse, c'est-à-dire sauter sur la planche. Lorsqu'il a compris que cette bonne réponse est liée à l'obtention de la saucisse, il n'effectue plus que cette bonne réponse. Ah. Ouais. Tu vois, dans ce type de conditionnement, on constate que le chien agit sur son environnement pour faire réapparaître le renforcement, la saucisse. On appelle ce mécanisme le conditionnement opérant. Et c'est la base même
de l'apprentissage par essai et erreur. Un bel exemple d'apprentissage par conditionnement opérant est celui du chien qui apprend à ouvrir la porte. Au début, il effectue au hasard une série d'actions. Il finit par appuyer sur la clenche et la porte s'ouvre. Il répète ce geste car c'est le seul qui est renforcé par le plaisir de pouvoir entrer dans la maison. Tu vas voir. Tu vois, celui-ci a déjà bien appris la réponse de la planche. Il n'hésitera plus. Il bave. Oui, il salive simplement. C'est parce qu'il a appris qu'il aurait à manger dans cette pièce. Physiologiquement, manger le fait saliver. Donc, après plusieurs séances, le simple fait d'être dans cette pièce où il aura à manger le fait saliver, comme tu le vois. Et ceci, même avant que la nourriture ne lui soit donnée. Il s'agit en fait d'un autre mécanisme d'apprentissage qui constitue une des formes de conditionnement classique. Le chien associe la pièce dans laquelle on le met à la nourriture qu'il va recevoir dans cette pièce. Tu vois ? Pense à Apollon. Dès qu'il entend qu'on ouvre une boîte à conserve, il salive, même si ce n'est pas son repas. La salivation est une réponse qui n'est pas apprise au départ et qui n'est pas contrôlée par l'animal. C'est un réflexe. Par apprentissage, il a associé le bruit des boîtes à conserve avec le fait de recevoir à manger et il se met à saliver dès qu'il entend un bruit de boîte à conserve. Dans ce cas-là, le réflexe est modulé par l'apprentissage. D'accord pour apprendre à sauter sur une planche. Ou pour ouvrir une porte. On a parlé des choses plus difficiles, non? Tu imagines un peu le chien de traîneau? Ah oui, oui. Mais ça, c'est du shaping. Le comportement de ces chiens a été façonné jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire ce travail très complexe de tirer un traîneau en collaboration avec d'autres chiens. Le shaping, que l'on appelle en français le façonnement, est en fait une technique de dressage qu'on utilise pour apprendre un comportement complexe en renforçant les approximations successives de ce comportement. Regarde ce chien. On veut lui apprendre à garder un objet. Pour cela, on procède par étapes progressives. Tout d'abord, son maître lui apprend à rester couché à un endroit précis sans en bouger pendant qu'il s'en éloigne. Le chien apprend à rester dans cette position jusqu'au retour de son maître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Putain, t'aimes bien, tu restes là. C'est beau, c'est bien ça. Oh, c'est un beau petit loulou, c'est bien ça. Oh, quel beau petit loulou, c'est bien.
Maintenant, le maître commande au chien de se coucher et place un objet sur le sol devant le chien. Ici, son pull. À distance, il encourage le chien à rester près de l'objet. Petit loulou. Non, tu restes. Ah, tu restes. Couche-toi. Voilà, il est beau, c'est bien ça. Maintenant, le chien ne quitte plus son objet. On fait alors approcher une personne étrangère qui prétend vouloir prendre l'objet. À ce moment-là, le chien peut grogner, aboyer, montrer les dents. Et les félicitations de son maître renforcent ces manifestations. Maintenant que le chien reste près de l'objet et le défend, l'étape suivante consiste à ce que le chien continue à garder l'objet, même lorsque l'objet est à un autre endroit. Le chien a donc modifié successivement son comportement pour arriver à cette réponse complexe. Maintenant qu'on est arrivé à faire garder au chien le pull où qu'il se trouve, il est intéressant de lui faire garder n'importe quel autre objet. Le fait de pouvoir transposer d'un objet à l'autre ou même d'une situation à l'autre le même comportement particulier consiste en ce qu'on appelle la généralisation. Par exemple, ce chien-ci défend bien le sac de son maître. De la même façon, par le mécanisme de généralisation, il défendra aussi bien sa serviette sur un quai de gare, que l'approche de sa maison. Au cours de l'apprentissage, on a aussi appris aux chiens qu'il y a des différences à faire, ici particulièrement entre les inconnus et les amis. On appelle ce processus de différenciation la discrimination. La généralisation permet, comme tu le vois, une meilleure adaptation du comportement appris. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle diversifie les événements provoquant une réponse identique. La généralisation assouplit donc le comportement, tandis que la discrimination limite cet assouplissement. Et les deux phénomènes sont complémentaires et ont donc une fonction adaptatrice. C'est compliqué. Tous ces mécanismes, le conditionnement opérant, Le conditionnement classique, la généralisation, la discrimination, tous ces mécanismes agissent en cours de conditionnement et permettent ainsi aux chiens d'acquérir des apprentissages très complexes. Rappelle-toi le travail du chien de troupeau. Le chien a appris à répondre aux ordres de son maître pour rassembler le troupeau, le faire avancer, ramener un animal éloigné du groupe. Et son comportement s'est façonné par shaping pour arriver à ce résultat. Les encouragements, les félicitations, les caresses du maître et peut-être un petit morceau de son casse-croûte sont autant de renforcements qui ont agi en cours de conditionnement.
On parle souvent de chiens de chasse. Regarde ici. Tu vas voir le travail d'un spécialiste du rapport de gibier. Il attend patiemment près de son maître. Il observe un oiseau tomber, puis il part à sa recherche, le prend délicatement dans sa gueule et le ramène près de son maître sans l'abîmer. Chacune de ces opérations a été l'objet d'un apprentissage de type conditionnement opérant. Rapport. Cartouche. Je pense encore à autre chose. Tu sais que le chien, grâce à son odorat très bien développé, peut être entraîné à des recherches particulières? Ici, la petite fille a disparu. La gendarmerie dispose d'animaux dressés au pistage. Le maître chien vient faire sentir le début de la piste à l'animal pour qu'il mémorise l'odeur à suivre. Ensuite, le chien ne recherchera plus que cette odeur-là, sans se laisser distraire par aucune autre trace. Par des encouragements vocaux continuels, son maître entretient son travail tout au long de la piste. Tu vas voir, la découverte de l'enfant s'accompagne de manifestations très démonstratives de la part du maître et de la part du chien. D'autres travaux de pistage sont très spécifiques et le chien ne recherche plus qu'un seul type d'odeur. C'est le cas chez les animaux qui recherchent des truffes. La truffe est un champignon que l'on trouve dans le sol, au pied des chênes, et elle dégage une odeur forte, très particulière, avec laquelle le chien est familiarisé dès le plus jeune âge. Tu vois, le chien a détecté l'odeur qu'il recherche et il commence à gratter le sol énergiquement, fortement, encouragé vocalement par son maître. Ici, le chien jeûne et chaque découverte de truffe s'accompagne d'une récompense sous forme d'un petit morceau de fromage. Par la suite, la voix du maître seul suffira à récompenser ce comportement. Allez, poussez. Allez, voilà, voilà. Tiens.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Tiens. C'est bien. Je te montre encore un exemple. Ici aussi, il s'agit d'un chien de chasse, mais le travail qui lui est demandé est très différent de celui du chien de chasse que tu viens de voir. Alors? Y'a quelque chose? Ici, le gibier blessé s'est échappé et on lui demande de le retrouver au départ d'une piste. C'est bien. Bien. Allez, gamin. Viens. Viens, gamin. Oui. Oui, bien, gamin. Viens. Allez. Le chien, toujours encouragé par son maître, suit les traces de sang frais qu'il détecte sur le sol, malgré tous les obstacles du terrain et toutes les autres traces qui croisent sa piste. Viens, le gamin. Viens, viens, viens. Viens, le gamin. Ça, c'est bien. Viens, gamin. Viens, gamin. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Viens, gamin. C'est bien. Viens. Viens. Allez, bien, gamin. Allez, gamin. Viens. La découverte du gibier s'accompagne bien sûr de manifestations d'encouragement très renforçantes. Viens. Viens, gamin. Viens. Viens. C'est bien, bien, le gamin. C'est bien, bien. C'est bien. Bien, le gamin. C'est bien. Bien. Voilà. Et alors? Non mais vous n'êtes pas encore fatigué de tous ces chiens-là, hein? Non, mais c'est passionnant. Oui, bien sûr. C'est passionnant. Tu sais quoi? Eh bien, on va encore aller voir autre chose. Ouais? Maintenant? On y va? Super. Tiens, Apollo. Hein? On a vu que l'apprentissage consiste en l'acquisition de comportements parfois très complexes. Mais il arrive aussi que, et ça on n'en a pas encore parlé, que l'on souhaite parfois faire disparaître certains comportements. Bonjour. Ça va très bien. C'est par là. Ah oui, c'est là. Bon, le premier cas, c'est celui où le comportement appris par le chien disparaît, faute de renforcement. Tu vois, le chien, il ouvre lui-même la porte pour passer dans la cour. Le comportement appris est d'enlever le petit morceau de bois qui lui permet d'entrer. Et le renforcement, c'est l'accès dans la cour. Tu vois, Pierrot, alors maintenant, si on décide de condamner la porte, voilà. Eh bien, on supprime le renforcement. Et après un certain nombre d'essais non renforcés, le comportement appris qui était celui de faire tomber le petit morceau de bois pour passer, eh bien, ce comportement disparaît. C'est ce qu'on appelle l'extinction. On voit bien que pour maintenir un apprentissage donné, eh bien, il faut continuer à le renforcer. Alors il faut un renforcement chaque fois? Non, pas chaque fois, heureusement d'ailleurs. C'est pour cela qu'on étudie des programmes de renforcement. Tout d'abord, Pierrot, il y a le renforcement continu, dans lequel chaque réponse est renforcée. C'est le programme le plus facile.
C'est celui que tu as déjà vu jusqu'à présent, non? Eh bien, il est nécessaire pour installer une réponse et permet un apprentissage facile et rapide, comme tu l'as remarqué précédemment. Ah oui, d'accord. On peut également ne renforcer qu'une partie des réponses. Une fois que l'apprentissage est acquis, c'est ce qu'on utilise pour maintenir la réponse apprise. Et cette manière de renforcer, tu vois, s'appelle renforcement intermittent. Et on le divise en 2 catégories. Dans la première, tu vois, c'est le nombre de réponses renforcées par rapport au nombre total de réponses émises qui est important. Par exemple, tu vois, Pierrot, ici, on va donner une saucisse au chien toutes les 5 bonnes réponses. C'est-à-dire quand il aura sauté 5 fois sur la planche. Toutes les 5 bonnes réponses, cela signifie que la proportion est fixe. D'accord? C'est le programme de renforcement intermittent à proportion constante. La saucisse peut également apparaître environ toutes les 5 réponses, c'est-à-dire après 4 ou 5 ou 6 réponses, en d'autres termes, autour d'une moyenne de 5. D'accord? C'est un programme à proportion variable. Dans la deuxième catégorie de renforcement intermittent, ce n'est qu'au bout d'un certain temps, fixé indépendamment de la fréquence des réponses, qu'on donne le renforcement. Si ce temps fixé est de 5 minutes, par exemple, le chien ne recevra une saucisse que pour la première réponse correcte après ce délai donc de 5 minutes, quel que soit le nombre de sauts sur la planche pendant tout ce temps. Ici aussi, on retrouve un programme à intervalles fixe et un programme à intervalles variables. Skinner, tu sais, celui qui a étudié le conditionnement opérant, justement au moyen des cages que l'on a ici, eh bien, il a démontré que ces types de programmes de renforcement intermittent, une fois qu'ils sont installés, provoquent un apprentissage plus durable et plus résistant à l'extinction que les programmes par renforcement continu. Prenons l'exemple d'un chien qui vient mendier de la nourriture à table. Ses maîtres ne lui donnent en général rien. Heidi, allez, va-t'en. Ça suffit, descends. Et trouvent même ce comportement indésirable. Ça suffit, là. Allez. Heidi, descends. Mais parfois, le chien insiste tellement que pour avoir la paix, on finit par céder. Il y a un petit reste, donne-lui le petit reste et c'est bon ainsi, on n'en parle plus. Viens près de moi, alors. Viens le chercher près de moi. Voilà, va doucement. Alors, le fait de lui donner ne fût-ce qu'une seule fois de temps en temps correspond à un programme à renforcement intermittent et dès lors, il est très difficile de supprimer ce comportement. Tu vois, Pierrot, dans ce cas-ci, il faut décider une fois pour toutes de ne plus jamais rien donner à manger au chien à table. C'est très exigeant comme condition, j'en conviens. Mais pour éduquer, il faut rester constant dans ses exigences. C'est très important. Tu vois donc que l'extinction est très difficile à réaliser, parce qu'elle exige que le renforcement soit définitivement supprimé. Pourtant, dans certains cas, on souhaite faire disparaître un comportement bien ancré chez le chien, mais très gênant pour son maître. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, file, vilain! Pour faire disparaître un comportement appris ou non, dans certains cas, on est amené à utiliser la punition. Si on doit définir la punition, on peut dire que c'est une situation désagréable, tel un stimulus aversif qui survient au moment d'un comportement et qui diminue donc la probabilité de réapparition de ce comportement. Un stimulus aversif est une stimulation à laquelle l'animal cherche évidemment à se soustraire. Tu vois, Pierrot,
Beaucoup de gens s'imaginent que pour punir efficacement leurs chiens, il suffit de leur donner une bonne raclée. Eh bien, la plupart du temps, c'est complètement faux. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que d'une part, pour que la punition soit vraiment efficace, il y a toute une série de conditions qui doivent être remplies. Bien. D'autre part, il est souhaitable de remplacer la douleur de la raclée par un autre stimulus aversif, mais non douloureux cette fois-ci. Cela peut se faire très facilement en appliquant dans les mêmes conditions, par exemple, une réprimande. Et celle-ci se substituera progressivement à la douleur. En effet, la voix associée au départ au stimulus aversif douloureux se substituera très vite à lui. D'accord, mais quelles sont les conditions pour que la punition soit vraiment efficace? Bon, tout d'abord, il faut que le stimulus appliqué soit réellement aversif. Bonjour, Orf. Bonjour, Orf. Allez, non, arrête. Les coups de journaux administrés à cet imposant animal ne sont en rien aversifs. Descends. Il croit que son maître veut jouer avec lui et son comportement de sauter est renforcé. Arrête. Dans ce Allez, cas-ci, descends. le propriétaire pourrait par exemple marcher sur les doigts de l'animal. Non, Orval. Non. En y associant un ordre verbal sur un ton de réprimande, très vite, la voix remplace le stimulus douloureux. Non. La punition n'est efficace que si elle se répète à chaque manifestation du comportement gênant. Bonjour, Orval. Orval. Bonjour, mon Orf. Mais bonjour, mon Orf. Une autre condition d'efficacité est d'éviter que le chien ne puisse associer la punition à des choses qu'il aime bien, à son maître par exemple. Le chien, que nous voyons ici, reçoit une claque sur la croupe, car il refuse d'obéir. Mais il la reçoit sans savoir d'où elle vient. C'est très important que le chien ne voie pas que son maître lui administre la claque. Il faut qu'il ait l'impression que cela lui tombe du ciel. Par contre, le fait de se retrouver assis lui vaut des encouragements chaleureux de son maître. De plus, toujours pour être utilisable, la punition doit être parfaitement associée au comportement à supprimer. Ici, il n'est pas évident que le chien associe la punition qu'il reçoit au comportement de défécation effectué plusieurs heures auparavant. Dans ce cas, la punition peut ne pas être efficace. De plus, on pourrait même affirmer que le chien associe le retour de son maître à la raclée qu'il reçoit, et ainsi d'avance, quand son maître revient, il prend une attitude de soumission en attendant la raclée. Ce qui fait dire à la plupart, vous voyez, il sait bien qu'il a mal fait. Enfin, la punition doit être arrêtée dès que le chien adopte une attitude de soumission. Ici, on voit que le chien s'aplatit au sol, baisse les oreilles, met la queue entre les pattes. Pour lui, c'est sa façon de dire « Ok, tu es le maître, et je me range à ton commandement ». Continuer à le punir au-delà ne sert à rien. Si le propriétaire frappait maintenant son chien, il le mettrait rapidement dans une situation de détresse acquise où il n'est plus capable de distinguer les situations où les faits ne dépendent pas de son comportement de celles où les faits dépendent de son comportement. L'animal ne peut donc plus rien apprendre. C'est exactement ce qui arrive à l'un de ces rats. De façon expérimentale, on place un premier rat dans cette cage, dont le plancher peut être électrifié. Très vite, le rat apprend à éviter le choc électrique dans les pattes en utilisant un petit levier. Il coupe ainsi le circuit électrique et évite le stimulus aversif. Maintenant, on place un autre rat dans la même cage. Mais cette fois, l'appui sur le levier n'a aucun effet. Le rat subit les chocs électriques sans pouvoir s'y soustraire.
Même si par la suite on remet le levier en service, ce Rassi n'apprend plus à l'utiliser. Il est en fait dans une situation de détresse acquise. Il a appris que ce stimulus aversif est indépendant de son comportement. Cet apprentissage l'empêche donc par la suite d'apprendre à éviter ce stimulus aversif. Ah oui, d'accord. Bien, on a vu que l'extinction était la disparition de comportements appris par conditionnement et que la punition provoque la disparition de comportements appris ou non appris. Et enfin, certains comportements non appris disparaissent d'eux-mêmes. Souviens-toi, quand tu as reçu Apollon, il n'était jamais venu en ville et en avait une peur bleue. Très rapidement, il s'est habitué au trafic. Cette forme d'apprentissage est appelée l'habituation, c'est-à-dire la disparition progressive de la réponse faisant suite à l'apparition de stimuli qui n'ont pas de conséquences pour l'animal. En d'autres termes, la première fois que Apollon a vu un tram, il a eu très peur. C'était sa réponse à l'apparition du stimulus tram. Mais très vite, il s'est aperçu que le passage du tram n'avait aucune conséquence pour lui. Et il s'y est habitué. L'habituation est un apprentissage souvent insoupçonné car, comme tu le vois, il est d'une autre nature que les conditionnements et il intervient principalement lors du jeune âge. Apollon? Viens. Viens ici, Apollon. Apollon. Bah tu vois que mes leçons ont porté leurs fruits, hein? Bah ouais. Et puis maintenant, on peut considérer qu'Apollon fait partie de la famille. Bah ouais. Mais attention, Pierrot. Il faut absolument que tu sois constant avec Apollon. Surtout si tu veux que l'apprentissage reste efficace. Tu comprends? D'accord. Tout ce qu'on a vu explique les processus les plus courants, bien sûr. Mais cela permet de faire apprendre des choses complexes. Regarde ici. Une avalanche vient de se produire. Les secours sont sur place et les chiens interviennent. Le travail du chien est capital pour secourir rapidement les personnes ensevelies sous plusieurs mètres de neige. L'apprentissage complexe auquel ils ont été soumis fait d'eux non seulement des compagnons agréables, mais aussi des auxiliaires indispensables de l'homme.